Voilà, monsieur Willy Nyamitwe, vous avez la parole. Merci. Excellence, Madame l'ambassadrice des Pays-Bas, du Burundi aux Pays-Bas. Vous êtes en France, c'est la francophonie. Il y a tout ce débat entre Madame la ministre et Madame le ministre. Les féministes voudraient que ce soit la ministre. Et c'est la première fois que je vois une dame qui voudrait que ce soit Madame l'ambassadeur et non l'ambassadrice. C'est comme le débat sur la création, que la femme qui a été créée en dernier lieu, c'est la perfection de l'œuvre de Dieu. Parce que même à l'examen, on commence toujours par le brouillon et puis on met au propre par la suite. Disons, Excellence Madame l'ambassadeur du Burundi en France, Monsieur chargé d'affaires à l'ambassade du Burundi à Bruxelles, Monsieur le représentant légal de la Fondation Izélé, distingués invités, chers compatriotes, chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie pour votre précieux temps. Et j'espère pouvoir convaincre dans un débat franc, ouvert. Et si vous avez des arguments plus convaincants, je suis aussi disposé à les accueillir. C'est ça le rôle du débat. Aujourd'hui, j'amène sur la table un sujet, Burundi, le top 10 des victoires. Yes. Si vous permettez, est-ce que je peux... Voilà, il est là. Alors là, la victoire numéro 1, la première victoire, c'est celle que nous venons d'avoir. La phrase, elle est en bas, malheureusement, il y a une table. C'est la victoire contre la Cour pénale internationale. Amen. Pourquoi est-ce que c'est une victoire pour le Burundi? Parce que le Burundi a quitté la CPI, une cour que le Burundi, pas seulement le Burundi, ainsi que d'autres peuples, surtout africains, jugent comme un instrument dans les mains de l'Occident pour asservir certains peuples, surtout ceux qui refusent, ceux qui résistent à leur appétit d'hégémonie. Le Burundi devient le premier pays. Il est à la une aujourd'hui comme le premier pays qui a osé. Parce que d'autres n'ont pas osé. Mais nous avons osé parce que il faut dire non à l'impérialisme. Cette cour n'était plus ce qu'elle devrait être. On l'avait conçue pour qu'elle soit un instrument juridique. Mais malheureusement, elle est devenue un instrument politique. Prenez un exemple. Aujourd'hui, le débat, c'est que en Irak, c'était un mensonge. Mais combien de morts en Irak? Certains disent 1 200 000 morts. Vous tuez 1 200 000 morts pour venir dire non, c'était un mensonge. C'était un montage. Et ceux qui l'ont fait ne sont pas poursuivis par la CPI.
Ils ne sont même pas inquiétés. Même la presse a perdu beaucoup de gens en Irak. On parle d'une centaine de journalistes tués. Et aussi d'autres, les chauffeurs, etc. On parle de soldats des Alliés, pas seulement américains. On parle de plus de 4000 soldats américains qui sont morts. Parce que la Maison-Blanche, un seul président, George Bush, a décidé d'aller décimer des gens en Irak, sans dire qu'il y va pour le pétrole, en disant, il y a un monsieur qui est en train de fabriquer des armes à destruction massive. Et par après, à partir de la Grande-Bretagne, les gens ont compris que c'était un bluff, c'était un mensonge. C'était un mensonge. Mais maintenant, c'était un mensonge et il s'en va. Et il est là, calme. Et la CPI ira là où il ne faut pas aller et fermera toujours les yeux ailleurs. Il n'y a personne qui dit que les gens sont en Syrie à cause du gaz. Il n'y a personne qui dit qu'ils sont allés en Libye à cause du pétrole. Et qu'ils viennent au Burundi à cause du nickel. Et que la RDC n'aura jamais de paix aussi longtemps que le coltan sera en abondance. Et maintenant qu'on fabrique des véhicules électriques, on a besoin de batteries. Et vous savez, la grande partie de la matière première vient de la RDC. Est-ce que vous pensez qu'elle aura la paix, que la RDC aura la paix aussi longtemps qu'elle sera riche pour enrichir les pays occidentaux qui veulent aller prendre la matière première gratuitement ou à moindre coût? Donc, il n'y a personne qui le dit. Pourtant, en RDC, on y trouve le plus grand contingent militaire onusien. Il y a plus de 18 000 soldats qui viennent de passer plus de 20 ans et ça reste la terre la plus déstabilisée dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, la CPI et tout ce qui va avec, ce n'est qu'un mensonge. Et les relations de Mediapart sont venues nous révéler la véritable image de cette Cour pénale internationale. Et je laisse un élément audiovisuel. Pourquoi? Parce que je suis cité dans cet élément. On voit bien que même des apprentis sorciers peuvent se lever pour dire « Nous demandons à ces pays ceci, aussi longtemps que ces gens se sentent être du bon côté de l'Occident. » À partir du mois d'avril, au moment où les événements se produisent, les manifestations ne sont plus des manifestations. On les qualifie dans le langage d'insurrection. Je vais y revenir parce que j'ai un peu un œuf appelé avec certains qui sont à la tête de cet État, et notamment M. Niamouité, qui est, je trouve, le porteur idéologique de la violation de l'interdit. Je souhaite de tout mon cœur que la Cour pénale internationale, se saisissant des dossiers, ne se contente pas de rechercher les mains qui ont étranglé les personnes qui ont tiré. Je souhaite que la Cour pénale internationale incrimine aussi ceux qui ont qualifié d'insurrection et de putschistes des manifestants. Et le Burundi a porté plainte contre Menga pour avoir utilisé une fausse vidéo, parce que ces allégations, il ne sait pas les prouver. Il essaie de fabriquer même des preuves. Il a fait passer une vidéo sur France 3 et maintenant le procès suit son cours normal, et je pense qu'il n'a pas la valeur morale de pouvoir amener un dossier à la CPI contre ni le Burundi ni Willy Nyamitwe. Alors, pourquoi? Il dit, parce que j'ai traité ce qu'il appelle manifestants d'insurgés.
c'est la deuxième victoire. Le Burundi a remporté une victoire contre l'insurrection. Eh bien, dites-moi, si vous voyez des gens qui barricadent les routes, qui mettent le feu sur tout ce qui bouge, qui empêchent les enfants d'aller à l'école, empêchent les fonctionnaires d'aller travailler, et surtout aussi empêchent les hommes d'affaires de faire leur travail, les transporteurs, etc. Et aussi qui brûlent, je m'excuse l'image, qui brûlent les individus et qui séquestrent même des policiers. Cette femme qui a été tirée, vous voyez ces parties les plus sensibles étant par terre, avec des gens qui portent des couteaux, le cercle rouge là-bas, et la policière qui amène, et on dit que ces gens, ce sont des manifestants. Pacifiques en plus. Donc c'est ça le bluff, c'est ça le mensonge tout autour de ce que certains occidentaux essayent de véhiculer en manipulant la CPI pour qu'elle elle court derrière certains peuples qui sont en train de se battre pour leur souveraineté. Là, c'est un policier qui est transporté par ses amis parce qu'il était blessé par une grenade. Et au Burundi, lors de cette insurrection, en quelques mois, le Burundi a perdu 77 policiers. Dites-moi si ici, aux Pays-Bas, si en France, si en Belgique, 77 policiers étaient tués par des civils, ce serait une hécatombe. Mais au Burundi, nous avons perdu 77 policiers et 367 blessés, dont 12 estropiés, pour toujours, qui ne peuvent plus utiliser leurs jambes. Et on nous chante que c'était des manifestants pacifiques. C'est ça la réalité au Burundi. C'était une insurrection. Et la troisième victoire, c'était contre le terrorisme. Au-delà de cette insurrection, il y a eu aussi un terrorisme qui s'est installé au Burundi et que le Burundi devait combattre. Et heureusement, c'était une autre victoire. Ces images ne viennent pas du Burundi. Ces images ont été prises par Reuters. Et c'est des grenades et d'autres qui sont couchés par terre. Ce ne sont pas des policiers, c'est des civils qui tiraient pendant la nuit, qui tuaient des gens et qui jetaient les cadavres dans les rues chaque jour. Et si vous voyez ces gens qu'on qualifie de manifestants pacifiques avec des armes AK-47 et cocktails Molotov, on a vu aussi des armes blanches et des grenades, c'était ça, des personnes qui tiraient pendant la nuit pour empêcher les gens d'aller aux élections ou vaquer à leur occupation pacifique. Et la quatrième victoire, qui est une grande victoire, c'est contre le putsch, la tentative de coup d'État de mai 2015. Quand on a vu certains mutins avec d'autres civils, ceux qui étaient dans la rue qu'on qualifiait de manifestants, qui étaient avec eux, avec des véhicules blindés, et qui voulaient renverser les institutions démocratiquement élues. Et ça, c'est une grande victoire pour le Burundi. Et pour aller vite, la cinquième victoire, c'est contre les attaques armées des individus qui sont venus du Rwanda. Nous avons vu une attaque 29 décembre 2014 jusqu'au 2 janvier 2015, et ceux qui ont été arrêtés disaient qu'ils voulaient empêcher la tenue des élections de 2015. Nous avons connu aussi une autre attaque au mois de juillet, le 10 juillet 2015, à partir du Rwanda. Ceux qui ont attaqué le Burundi en fin 2014 venaient du Rwanda via la RDC, et ceux qui ont attaqué le 10 juillet venaient également du Rwanda et sont entrés dans Kayanza. Et aussi une autre attaque le 11 décembre contre des installations militaires, des camps militaires. Et ça, c'est une victoire parce que aucune attaque n'a duré une semaine. Aucune attaque n'a duré 4 jours. C'était 3 jours ou quelques heures et c'était fini. Parce que quand vous attaquez une armée aguerrie qui a été contre les El-Shabaab en Somalie,
et qui a pu réussir là où les Américains ont échoué, comprenez que Burundi, ce n'est pas de simples apprentis qui viennent de passer 2 mois dans des camps d'entraînement au Rwanda qui peuvent venir et déranger cette armée. Voilà. Et la victoire, la 6e victoire que je vous présente aujourd'hui, c'est la grande réussite des élections de 2015. Parce que en 2015, il y a eu une volonté accrue d'empêcher qu'il y ait la tenue des élections. L'insurrection, c'était pour qu'il n'y ait pas d'élection. Les attaques de fin décembre, c'était pour qu'il n'y ait pas d'élection en 2015. Ainsi que la décision unilatérale de l'Union européenne qui était là pour financer ces élections, ce qu'on appelle le Basket Fund, qui a arrêté le financement 3 semaines avant les élections. Parce que les gens espéraient que le Burundi ne tienne pas des élections, qu'on aille dans un vide constitutionnel, et ainsi qu'il y ait un coup d'État. Donc il y a eu beaucoup de manœuvres, je ne pourrais pas y revenir aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de manœuvres tout au long de 2012, 2013, 2014, pour essayer d'empêcher qu'il y ait des élections en 2015. Alors, comme nous avons pu tenir nos élections, et figurez-vous, il n'y a pas eu un seul incident durant les élections. Les gens pouvaient tirer la nuit et ne se montraient pas le jour. Et le peuple est allé voter. Et les élections se sont passées. Nous avons des institutions du sommet à la base. Même, il n'y a pas une seule colline. Le Burundi a plus de 3000 collines, c'est 3003 collines. Il n'y a pas une seule colline sans chef collinaire. Donc les élections se sont passées, donc c'est une grande victoire au moment où beaucoup de gens investissaient pour qu'il n'y ait pas d'élection. La 7e victoire, c'est contre la propagande génocide. Vous avez suivi qu'il y a eu un génocide imaginaire, qu'on pensait qu'au Burundi, il y avait un génocide ou un génocide en préparation, que les Hutus et les Tutsis sont rentrés dedans. On a parlé de fausses communes, on a parlé de ceci et de cela, jusqu'à transformer même des projets de développement en génocide. Un exemple, ça c'est un extrait d'un rapport de la FIDH. FIDH, parce que le Burundi était en train de distribuer des téléphones aux chefs collinaires, aux moniteurs agricoles, pour améliorer la communication. Et eux, ils ont dit, voilà, on distribue des téléphones en vue de préparer un génocide. Il y a eu une distribution dans un projet du FIDA et du ministère de l'Agriculture. Les bons agriculteurs et les bons éleveurs étaient primés en leur donnant du matériel, des brouettes, des houes, des machettes, etc. Et ils ont dit, voilà, il y a une distribution massive de machettes par le ministère de l'Agriculture. Donc, c'est une préparation d'un génocide à venir. Et quand le président a encouragé la population, a encouragé l'administration à creuser des latrines, que même sur les voies publiques, il y ait des latrines, qu'on ne voit pas des gens se soulager sur la route. Ceux qui vont à l'intérieur du pays, ils doivent s'arrêter quelque part, hein, certainement. Vous ne pouvez pas faire 200 km d'affilée, vous vous arrêtez, vous faites une pause, etc. Mais quand le président a exhorté la population et l'administration à creuser des latrines, et FIDH a considéré que c'était des latrines pour préparer un génocide. Donc vous comprenez que tous ces mensonges génocides ne tiennent plus la route. Ça, c'était au mois de novembre 2016. Le rapport qui a suivi de la FIDH, le mot génocide n'apparaissait même pas, en moins de 6 mois. Oui. Et quand on leur a posé la question, ils ont dit non, 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 on n'a pas dit qu'il y avait génocide, mais c'était justement rien que des soupçons. C'est pour dire que ce mensonge génocide qui a commencé à circuler en 2013, à un certain moment, les gens se sont rendus compte que ça n'allait pas. Et vous savez qui était le premier à véhiculer ce... Le premier, la première personne, c'est Léonce Ngendakumana, du Frodébu, qui était poursuivi en 1993-94 pour génocide,
contre les Tutsis. C'est lui qui a lancé l'alerte dans une correspondance qu'il a envoyée au secrétaire général des Nations Unies. La première, c'était le 31 décembre 2013. La seconde, c'était au mois de février 2014. Et parlait des génocides. Il y a eu aussi des manifestations, même en Belgique. On voyait Pancras Chimaï qui prenait les devants et disait qu'il y avait un génocide. Alors, c'est difficile de comprendre comment les anciens génocidaires, entre guillemets, parce que je ne les accuse pas de génocider, ceux qui étaient accusés de génocide pouvaient ramener cela sur la scène en disant qu'il y avait un génocide contre les Tutsis qui était à préparation. La 8e victoire, c'est contre la politisation des droits de l'homme. Vous savez, le concept des droits de l'homme est politisé à outrance. Ceux qui croient que les gens parlent des droits de l'homme, qu'ils déchantent. Dans le concert des nations, quand ils ramènent cette histoire de droits de l'homme, c'est uniquement à des fins politiques. C'est pour assouvir certains appétits. Et le Burundi a remporté une grande victoire dernièrement, au mois de septembre à Genève, parce que le Burundi a pu faire passer une résolution soutenue par l'Afrique au détriment de l'Union européenne, et l'Union européenne est allée à la défensive, a utilisé toutes ses cartes et cartouches pour faire passer une autre résolution. C'est une première, mais au moins, les gens ont compris qu'on ne parlait pas de droits de l'homme, c'était politique. Parce que toutes les résolutions de l'Union européenne ont été respectées par l'Afrique, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, du moment qu'elles sont déjà votées, l'Afrique a respecté. Mais que l'Afrique fasse passer une résolution et que l'Union européenne la foule aux pieds, cela veut dire ça ne rentre pas dans la droite ligne de la politique que je me suis fixée. Donc, on n'est pas en train de parler de droits de l'homme, on est en train de parler de politique. Je vous dirais bien que si Ouguergouz, qui est le président de cette commission d'enquête, et là, il était au Burundi à une certaine période, donc le dossier Burundi, il n'est pas loin de ça. Il y a aussi la secrétaire Fatsa, qui la dame Fatsa Ouguergouz, la dame qui n'est pas aussi, qui était dans une commission de l'Union africaine qui a pondu un rapport en 2015 qui a mené vers la Maprobu que nous avons rejeté. Donc, parmi ces trois enquêteurs, il y en a au moins deux qui ne sont pas loin du dossier Burundi, qui se sont déjà exprimés à une certaine période parce que Fatsa Ouguergouz était le rapporteur spécial et à un certain moment, il voulait se maintenir. Mais comme le Burundi voulait mettre une commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNIDH, et que Ouguergouz voulait rester, c'est le Burundi qui a eu gain de cause et Ouguergouz est parti. Mais en partant, il a gardé une dent contre le Burundi et en le ramenant comme président de la commission, il fallait qu'il tire à boulet rouge contre le Burundi. Donc, c'est un jeu malsain, mais c'est comme ça, c'est la politique, les droits de l'homme. C'est la politique. Alors que ça devrait être là pour la dignité humaine. La deuxième victoire, c'est contre la campagne Kiliba Ondès. Vous avez entendu parler de Kiliba Ondès certainement, mais vous n'entendez plus parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des mensonges, quand ils sont décousus, ils disparaissent. Les gens les oublient et ils les font oublier. Et je ramène ça à la surface pour vous montrer combien c'était horrible. On disait que le gouvernement, le parti au pouvoir, avait une jeunesse en RDC pour une formation paramilitaire. Vous avez un pays, vous avez un pouvoir, vous avez une armée, vous avez une police, vous avez l'administration. Est-ce que vous devez emmener vos jeunes à l'extérieur pour leur apprendre pour faire quoi? Alors que vous avez tout. Mais le mensonge n'a pas duré longtemps. Je m'excuse pour cette image. C'est la seule image, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants, c'est la seule image qu'ils ont amenée comme preuve qu'il y a des jeunes Burundais qui sont morts en RDC. Et ils sont morts en RDC. Alors, nous avons pu savoir avec quelques noms
nous avons eu des photos et vous demandez comment nous avons eu ces photos. C'est notre moyen d'observation. C'est pourquoi aujourd'hui je vais donner la lumière à la police. Ici, par exemple, vous voyez cette photo, et ce sont des cadavres de ces jeunes qui ont été tués au Congo. Aujourd'hui, nous avons même pu savoir les collines de provenance, quelques noms de leurs parents, et nous savons même qu'il y a ceux qui ont été blessés ou qui ont eu des fractures, des zones craquées. Aujourd'hui, nous allons présenter ces documents à la police, et la police va faire son enquête si réellement vous pouvez faire des enquêtes. Voilà, nous avons. La fameuse photo de Pierre Claver en Mbonimpa, la seule preuve qui a émergé. On est allé dans une saga de distribution d'armes au sud, c'était le câble confidentiel des Nations Unies, et les gens disaient amenez des preuves. Les preuves n'ont pas été trouvées. Ils ont dit non, finalement les jeunes ne sont pas en train d'être formés au Burundi, mais en RDC. Amenez-nous des preuves. Alors tout le monde était à la recherche des preuves. Des journalistes sont venus au Burundi, ne trouvaient aucune preuve. Et voici un jour, un certain Pierre Claver, Mbonimpa, amène une preuve. Avec une photo à l'appui, voilà ces jeunes Burundais qui sont morts. Et nous avons pu, c'est ce qu'il dit, connaître l'origine de ces jeunes. Leur colline d'origine, leurs parents, ainsi que leur nom. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Non seulement les jeunes qui étaient donnés pour morts sont venus en disant mais moi je suis vivant et je suis au Burundi. Ils ont porté plainte contre Mbonimpa. Et deuxième trouvaille, la photo date de plusieurs années et sur d'autres sites, et ce n'étaient pas des jeunes. La photo datait même d'avant la venue du CNDD-FDD au pouvoir. Ce qui veut dire que c'était un mensonge décousu. Et, plus important, c'est le rapport du 31 juillet 2015 du secrétaire général des Nations Unies, qui dit à la page 4, en bas, il dit the MONUSCO found no evidence of the presence of the Imbonerakure or of any paramilitary training by Burundian elements in the area. La MONUSCO a fait des investigations, n'a rien trouvé. Et ça, c'est un rapport S-2014-550 du 31 juillet 2015 du secrétaire général des Nations Unies. Alors, comme ce mensonge était complètement décousu, les gens se sont tus, comme si de rien n'était. Et c'est une victoire pour le Burundi. La 10e victoire, la dernière du top 10, c'est la victoire contre ce que j'appelle les ennemis de la démocratie. Je m'excuse si je choque certaines consciences. Les ennemis de la démocratie, ceux qui ne veulent pas qu'il y ait la démocratie au Burundi, ou ceux qui ne veulent pas accepter le verdict des urnes, le choix du peuple. Une question. Où est passée la DC Kibi? Est-ce que vous entendez encore parler de la DC Kibi? Posez-vous cette question. Parce qu'à un certain moment, il y a eu l'Alliance des démocrates pour le changement, des mauvais perdants aux élections de 2010 communales qui se sont mis ensemble pour créer une alliance. Mais où est cette alliance? Elle est partie et on n'a pas rien vu, alors que ça faisait beaucoup de bruit. C'était en 2010, mais il y avait le même modus operandi. Perdre aux élections, se coaliser, lancer des grenades dans des lieux publics, tuer des gens, exploser des corps, terroriser la population, tuer des maisons et des maisonnettes, et réclamer le dialogue avec le vainqueur. À ce moment-là, il y a eu la fermeté, pas de dialogue.
Le seul dialogue, c'est les urnes. Vous gagnez, c'est bon. Vous perdez, vous vous préparez pour les élections qui suivent. Mais, où est le scénario? Parce que, en 2015, les mêmes personnes qui avaient créé la DCI Kibili, sans même faire un rassemblement pour dire maintenant, cette alliance est partie, nous en créons une autre, ils ont créé le scénario. Et réclamé dialogue. Et aussi lancé des grenades, ou terroriser le peuple, dit sans nous, rien n'ira. Mais qui a créé alors le scénario? Comme il y a eu l'ADC Kibili qui est partie à l'anglaise, à la sauvette, on ne sait pas où elle est, si elle est enterrée ou pas, ou si elle vit encore sous la table, on ne sait pas. Mais alors, qui a créé le scénario? D'abord, il y avait des putschistes parmi les créateurs de du scénario. Là, je réponds à une question que les gens posent toujours. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il de dialoguer avec le scénario? Et moi qui dis toujours, le gouvernement ne dialoguera jamais avec le scénario. Et j'ajoute qu'il essaie de trouver cette fouille. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis toujours. Alors, pourquoi? Parce que parmi les créateurs du scénario, il y a les mutins putschistes en cavale. C'est ça. Il y a les mauvais perdants aux élections de 2010, ceux qui étaient dans la DCI, Kibili, etc. Et il y a aussi les prétendus activistes de la société civile, ceux qui veulent s'appeler société civile alors qu'ils ne sont pas. On a vu certains démissionner du Sénarède à la veille du lancement du dialogue inter-burundais à Entebbe. C'était en décembre 2015. Et on a vu certains dire, voilà, on se retire. On se retire du Sénarède. Mais pourquoi est-ce que j'affirme que le Sénarède a été créé? Parce que c'est ce qu'on a toujours dit. Non, les mutins putschistes ne sont pas dedans. Eh bien, s'ils ne sont pas dedans, ça c'est un communiqué qui était signé par général-major Niyombare Godefroid. La table cache bien les choses, c'est sa signature. Elle date du 15 juillet 2015. Et il dit, nous, membres des corps de défense et de sécurité, œuvrant pour le respect des accords d'Arusha et le rétablissement de l'ordre constitutionnel du Burundi, étant donné notre objectif dans l'initiative amorcée le 13 mai 2015, confirmons adhérer à la déclaration pour l'établissement d'un Conseil national pour le respect des accords d'Arusha et de l'état de droit en vue de créer un cadre adéquat et inclusif avec toutes les forces politiques et de la société civile. Et de la société civile. Nous signons dès lors la déclaration ci-jointe et rappelons que notre démarche et nos initiatives n'ont qu'un objectif, le respect des accords d'Arusha, d'où l'essence même du GNARED. C'est un communiqué qui existe. Et certains pourront dire, oui, ils ont adhéré, mais n'ont pas été embarqués. Bon, disons, oui, mais c'est un autre communiqué, la déclaration solennelle pour se réunir au siège de l'Union africaine en vue de créer un Conseil national pour le respect des accords d'Arusha et de l'état de droit au Burundi. Vous savez, le NARED, c'était Addis Abeba, disait nous allons à Addis. Nous allons à Addis. Et voici maintenant un autre communiqué, et les signataires sont là. Et plus important,
réponse d'autant plus compliquée qu'une alliance de différentes factions de l'opposition au président Nkurunziza commence à prendre forme à l'extérieur du Burundi. Des membres de la société civile, des figures de l'opposition en exil, des dissidents du parti au pouvoir, mais aussi de l'armée, appellent ensemble à la formation d'un conseil national de transition. Parmi eux, Alexis Sinduije, leader du MST en exil en Ouganda, emprisonné à plusieurs reprises. Il appelle une nouvelle fois au départ du président burundais. Écoutez. L'objectif précis, je dirais l'objectif global, c'est de faire partir Nkurunziza. Nkurunziza n'est plus crédible, il n'est plus audible. Donc, tous les Burundais se sont mis ensemble, toute ethnie confondue, toute origine régionale confondue. Ils se sont tous mis ensemble pour faire partir Nkurunziza. Donc, c'est ça l'objectif fondamental. Faire partir Pierre Nkurunziza, mais de quelle manière? Parce qu'en ce moment même, il y a une médiation qui est en cours. Le président ougandais Yoweri Museveni, qui est à Bujumbura, qui va mener des discussions avec toutes les parties. Quel est le moyen d'arriver à cet objectif-là? Est-ce qu'il y a moyen d'éviter encore la guerre? Bon, c'est ce que nous essayons de faire, mais si, à mon avis, j'ai l'impression que la seule voie qui pourrait peut-être être obligatoire, ce sera malheureusement la violence. Mais on essaie de tout faire, on essaie de donner la chance à la diplomatie, on essaie de donner la chance au règlement pacifique, et nous soutenons toute idée, toute initiative du règlement pacifique, mais si la seule voie de faire partir Nkurunziza sera que les Burundais se mettent ensemble et les putschistes pour sacrifier leur vie, on le fera. Est-ce que vous êtes en lien avec les généraux qui ont lancé une insurrection la semaine dernière? Des affrontements ont été signalés dans le nord du Burundi. Est-ce qu'ils font partie de ces personnes qui appellent à la formation de ce Conseil national? Je pense que ces affrontements, c'est encore un début. Ce qui est le plus grave est à venir. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le départ de Nkurunziza. Il partira comment? Il peut partir maintenant et être remercié par les Burundais pour avoir préservé les vies des gens. Il peut aussi refuser de partir et il partira par force. Nous sommes avec ces généraux. Ces généraux font partie des gens qui veulent faire partie de Nkurunziza et donc ils font partie des enfants du pays. Nous sommes tous les enfants du pays, y compris avec le peuple. Donc nous sommes dans le même bateau qui va tout faire pour chasser Nkurunziza. Est-ce que vous laissez encore une dernière chance au dialogue d'ici le 21 juillet, qui est la date prévue pour la présidentielle? Absolument. On accepte, on est toujours prêt à un dialogue. Nous avons toujours appelé Nkurunziza à nous écouter. Nous avons été les premiers à lui demander un dialogue franc. Il a refusé. Nous avons même cherché à nous exprimer politiquement par des voies pacifiques en faisant des manifestations pacifiques qu'il a réprimées. Donc, même maintenant, nous sommes prêts à donner la chance à la paix. Nous avons tout essayé et nous allons continuer. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Vous avez rencontré le président ougandais Yoweri Museveni. Est-ce que vous avez l'intention de le rencontrer ou certains membres de votre groupe? Nous allons demander un rendez-vous pour lui parler, pour lui expliquer mieux la situation du Burundi, parce que, me semble-t-il, M. Museveni a été induit en erreur. Et ce comité, quand est-ce qu'il va prendre une forme, on va dire, plus officielle? Est-ce qu'il y aura un rassemblement de plusieurs leaders pour donner une création, on va dire, plus officielle à ce Conseil national de transition? Je pense que nous allons tout faire pour nous rassembler, nous retrouver dans une des capitales africaines qui est à déterminer. Je crois que ça sera Addis Abeba pour la signification que vous pouvez comprendre. C'est la capitale de l'Union africaine. Nous allons nous rassembler là-bas, je crois, très prochainement, et essayer de donner la forme et aussi consolider ce comité. Un entretien réalisé cet après-midi avec Alexis Sinduije, le président du MSD. Des menaces qui n'impressionnent pas, dit-on, dans le camp du parti au pouvoir au Burundi. Écoutez la réponse du conseiller du président de Nkurunziza, Willy Nyamitwe.
ils ne sont pas capables de déstabiliser tout le peuple burundais. Ces gens ne sont pas assez forts pour intimider le parti CNDD-FDD et toute la population burundaise. Ces gens ont toujours essayé, donc ils n'ont ni de leçons à donner, ni d'ultimatum à donner à des institutions qui sont élues par le peuple burundais. Ils ont essayé de le faire par des armes, ils ont échoué. Ils ont essayé de saboter l'action du gouvernement, ils ont échoué. Quelle que soit l'action qu'ils voudront mener, ils échoueront. Les temps de guerre sont révolus, que le peuple burundais aspire à la paix. Oui, qui était interrogé par Gali Touré. J'ai dit, ils ont tout essayé et ils ont échoué. Et tout ce qu'ils entreprendront, ils échouent. Est-ce que le CNARED a pu faire un pas en avant? Il n'a fait que reculer. Celui qui était à la tête, il n'est plus en odeur de sainteté avec ses anciens camarades. Et ceux qui l'ont remplacé sont aussi partis, et ceux qui... etc. Donc c'est vraiment des gens qui ne peuvent pas intimider le parti au pouvoir. Alors, ils étaient ensemble avec des putschistes. Quand vous vous alliez avec un perdant, vous perdez avec lui. Quelqu'un qui essaie de faire un putsch, qui est à l'intérieur du pays, et qui échoue et qui fuit, ce n'est pas cette personne qui va vous ramener. Et s'il faut que la personne revienne, combien de temps il faut? Ça devrait prendre. Quand vous quittez un pays, quand vous partez, c'est tout ça le bluff, c'est tout ça le mensonge. Quand vous partez, vous partez. Il ne faut pas dire dans une semaine, dans 2 semaines. Ceux qui ont fait le putsch croyaient pouvoir y arriver. Ceux qui, quand ils ont échoué, ils croyaient pouvoir revenir. En 1 semaine, en 2 semaines. Ils essayent de maintenir le peuple ou ceux qui ont fui avec eux dans une situation d'expectative, en croyant qu'ils vont revenir. Vous savez, j'ai vécu comme réfugié. Je sais combien de temps ça m'a pris pour rentrer au pays. J'ai vu les Rwandais venir avec des engins lourds en disant c'est un repli tactique, dans 2 semaines nous y retournons. Et là, plus de 20 ans plus tard, ils n'ont pas réussi. On a vu beaucoup de gens partir en disant, vous savez, même si nous échouons au putsch, il n'y aura pas d'élection. Il y a eu des élections. Quand il y a eu des élections, ils ont dit, même s'il y a eu des élections, le président ne pourra pas prêter serment. Il a prêté serment. Même s'il a prêté serment, il ne pourra pas mettre en place un gouvernement. Il a mis en place un gouvernement. Même s'il y a eu un gouvernement, les militaires, les policiers, les fonctionnaires n'auront pas leur salaire d'ici la fin de l'année. Ils ont continué à avoir leur salaire jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a des mensonges autour de ça. Et ce n'est pas notre ami Mamès qui me contredira, parce qu'au mois de décembre, au mois d'octobre 2016, lui-même dans un élément audio, il a dit que les vieux du CNARED ont échoué et a appelé la jeune génération à prendre les choses en main. C'est un aveu d'échec. Et il y a eu aussi un autre aveu d'échec, le même Alexis Sinduije, qui disait, nous allons à Addis pour créer un conseil national, nous sommes avec des putschistes, nous sommes avec la société civile et tout le monde. Lui-même a dit, moi je le regrette vraiment. Dans ces résistances populaires qui étaient à Bujumbura et qui allaient vraiment faire tomber le pouvoir et chasser les Nkurunziza, il y a certaines actions qui ont provoqué la mort de ces résistances populaires. C'est notamment le coup d'État. Je ne pense pas qu'il ait été réalisé dans l'intention d'empêcher les résistances populaires, mais c'est un coup d'État qui a été si mal fait qu'il a cassé les lampes. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a une situation pareille, il faut toujours penser à un plan B. Jamais que nous n'avons jamais pensé au plan B. C'est peut-être parce que nous ne sommes pas assez formés en la matière. Donc, je pense que si je dis que c'est une autre victoire, la 10e victoire contre ceux qui ne veulent pas accepter le verdict des urnes, le Burundi a vaincu. Le même Sinduije, en 2011, ça c'est un extrait d'un journal qui s'appelle Iwachu.
En 2011, le même Sindouidje disait, vers le dernier paragraphe, j'ai proposé au président Nkurunziza de sauver le Burundi. Excusez-moi, ici. Aujourd'hui, la question, quelle est votre stratégie politique? Vous pensez à 2015? Là, c'était en 2011. La réponse, il a dit, 2015 ne peut pas être dans le schéma des perspectives politiques au Burundi. Les élections des bêtes sauvages, c'est fini ça. À mon humble avis, sauf s'il y a un miracle, nous sommes embarqués dans un processus révolutionnaire d'au moins 3 ans. Et donc, pas de place pour les élections. J'ignore la forme que cette révolution va prendre, mais elle devrait se mener avec gravité et responsabilité, car préserver les vies des civils innocents devra être une nécessité, une exigence, même sinon une priorité. Si en 2011, un politicien ne pense pas aux élections de 2015, mais pense à une révolution, tout en limitant les dégâts humains. Et dans autre chose, nous avons vu parler de violence. Donc, quelque part, tout est clair. Et je pense qu'on ne peut pas continuer à chercher longtemps. Si on revenait sur ce qui s'est passé en 2011, vous vous souvenez de la fameuse rébellion d'un certain général Moïse sur France 24, qui n'a jamais existé. Vous vous souvenez de ce qu'on appelait le Raid Kabara de Sindouidje, qui n'a pas fait long feu. Vous vous rappelez de FRD Abanyagiougou, qui a mené une seule attaque et puis complètement décimé. Souvenez-vous des gares qu'on appelait Ruvayanga, Pazulu, Mukono, etc. ou Alice Zerano. Mais il y a eu beaucoup de tentatives entre 2011 et 2015 de déstabiliser le processus électoral en allant vers aussi la déstabilisation de la CNTB pour qu'elle ne puisse pas fonctionner correctement et d'autres ajustements. En 2012, le Burundi a lancé un projet de carte d'identité biométrique pour que le peuple soit vraiment ait une carte d'identité biométrique comme partout ailleurs. Une carte d'identité liée au passeport, au permis de conduire, etc. Mais l'opposition s'est battue contre cette carte d'identité biométrique en disant c'est une stratégie pour tricher aux élections de 2015. Mais comme il y avait trop de bruit, et la personne qui a pris la parole en dernier lieu, c'était l'ancien président Naïzé Eye, qui a dit comme un sage, écoutez-moi, c'est une parole de sage, arrêtez ce projet, parce qu'on a toujours utilisé la carte d'identité sur carton et ça a marché. Mais ramenez ce projet après les élections. Mais en 2015, l'opposition disait on n'ira pas aux élections, à quelques 4 mois des élections, on n'ira pas aux élections s'il n'y a pas la carte d'identité biométrique. Donc, un projet qu'ils ont rejeté en 2012, ils voulaient le ramener en 2015. Alors, il y a eu un expert de PNUD qui a pris la parole, c'était dans une salle, qui a dit, mais le projet carte d'identité biométrique, ça ne peut pas aller en deçà de 24 mois. Si vous voulez avoir des élections dans 4 mois, oubliez la carte d'identité biométrique et restez dans la droite ligne, dans le droit chemin que vous êtes fixé, sinon, oubliez les élections. On a compris que c'était des mécanismes de négation de la démocratie. Je ne voudrais pas être très long, je vous remercie, je laisse la place au débat. J'ai été trop long, j'en ai blessé, j'ai blessé certaines consciences, mais c'est ce que je crois. Vous savez, vous avez aussi vos propres convictions, mais entre vos convictions et mes convictions, et du choc de ces idées, jaillira certainement la lumière qui pourra nous aider à bâtir notre pays.